d'entrées par année. La même famille, si elle était propriétaire d'un magnétoscope, a dépensé 165 $ en location de cassettes. Grosso modo, une cinquantaine de films par année. Qu'on le veuille ou non, le cinéma, c'est de plus en plus sur le petit écran qu'on le regarde. Ça change la façon de faire des films, ça change la façon de les mettre en marché. Ce soir, À tout prix vous propose un coup d'œil sur l'industrie de la vidéo et sur les défis qu'elle représente pour le cinéma québécois. Le commerce de la vidéocassette a 12 ans. C'est un chiffre d'affaires de 1,2 milliard au Canada. Au Québec seulement, 300 millions, 4 fois plus que les recettes des salles de cinéma. En 12 ans, les clubs vidéo sont passés du fond de garage au supermarché Techno-Néon. Ce sont 600 boutiques spécialisées, aux surfaces de plus en plus grandes, au point où l'on se demande comment on peut rentabiliser de telles extravagances. Les gens ont un peu d'argent, bon, tu vois un club vidéo, ça a l'air d'être rentable, sauf qu'à un moment donné, il faut comprendre une chose. Un secteur, la tarte, elle a une dimension. Alors, je veux dire, plus il s'ouvre, il y a des intervenants qui arrivent, la tarte ne grossit pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la part de marché de chacun d'eux diminue. Les clubs vidéo avec 10, 15, 20 000 films internationaux, ils ne croient pas énormément à ce genre de marché. Pour une bonne et simple raison, c'est que 80 % de la location dans tous les clubs vidéo, c'est la nouveauté. C'est le film qui est sorti depuis maximum 5-6 mois. Ces longues enfilades de titres répétés, ce sont les nouveautés que les clubs vidéo achètent à raison de 10, 30 ou 50 copies. Ce sont des films américains à 85 %. Une domination quasi totale qui s'explique par un marketing exceptionnel. C'est une promotion que les studios nous envoient 2-3 semaines à l'avance pour, disons, dire aux gens que ce film-là s'en vient. Aux États-Unis, la vente de cassettes aux clubs vidéo ou directement au grand public compte pour 70 % des revenus des studios de production. Ce qu'on appelle en anglais, c'est Pick a Flick. C'est une compagnie encore américaine qui a inventé ce produit-là. C'est un disque au laser et le disque contient, je crois, 190 films. Cette promotion vise un public de masse plus que les cinéphiles. 50 % des revenus proviennent des thrillers ou des comédies, deux genres où excellent les studios d'Hollywood. Club Vidéo International, première étape de notre incursion dans l'univers de la vidéo. C'est la plus grande des chaînes québécoises avec 60 boutiques. La première a été lancée en 1980 par un médecin en quête d'un passe-temps pour sa famille, le Dr Jules-André Ménard. Au tout départ, avec le premier magasin, les gens entraient dans le magasin, voyaient les boîtes sur les murs et se demandaient quel genre de livres on vendait à ce moment-là. Deuxième étape, la boutique multividéo, tête de pont d'un réseau de 20 franchises. Pour l'ensemble des gens de l'industrie, bon, ce qu'on disait, c'est que j'avais un peu la folie des grandeurs. Sylvie Soréol a lancé en 84 le nouveau look haut de gamme du commerce de vidéo grande surface. J'y croyais à ce projet-là et je le voyais. Et là, j'ai senti que l'industrie changeait et qu'il y avait un changement important. Ensuite, une visite chez Vidéo Esprit, une des chaînes qui connaît à Montréal la plus forte croissance. C'est aussi la plus rock'n'roll des nouvelles enseignes. Ouverture 24 heures sur 24, service personnalisé, promotion dynamique. Nous, ici, à Vidéo Esprit, on offre même des rabais. C'est que vous louez le film au prix normal, puis si vous le ramenez dans les 6 heures, vous avez $1 de rabais. Donc, le film peut rouler 2 ou 3 fois par jour. Enfin, le Superclub Vidéotron, une chaîne lancée il y a 4 ans par le géant québécois de la câblo-distribution. Un nouvel acteur jugé déloyal par ses compétiteurs à cause du soutien promotionnel et des énormes revenus garantis par son monopole sur le câble. Il y a McDonald's dans le fast-food, puis il y a les autres. En vidéo, au Québec, on peut prétendre qu'il y aura des Superclubs Vidéotron, il y aura les autres. Un stock de 13 000 cassettes occupe ici toute la surface d'un ancien supermarché. Mais peut-on vraiment rentabiliser un magasin aussi grand? Pour rentabiliser un magasin comme ici, ça prend un chiffre d'affaires d'à peu près 850 900 000 $ annuellement. Fait que si vous divisez ça par un coût moyen d'à peu près 3 $, bien, ça vous prend 300 000 transactions annuelles, qui est 6 000 transactions par semaine à la caisse. Le prix moyen d'une cassette nouveauté est tout près de 100 $ au kit.
100 $ pour une cassette. Il faut que ça sorte beaucoup, ça, pour être rentable. Monsieur, il faut qu'il sorte 30 fois avant de le payer, théoriquement. Puis là, vous n'avez pas payé le loyer et le On n'a salaire. rien payé, on a juste payé l'inventaire. Et après, il faut payer les frais d'opération et après la rentabilité. Ce que ça signifie, c'est que lorsqu'on achète un titre en 20, 30 ou 50 copies, il faut que chacune de ces cassettes sorte au moins 75 fois dans les 3 premiers mois. En acheter trop peu, c'est risquer de perdre des ventes et des clients. En acheter trop, c'est perdre de l'argent. La marge de manœuvre est mince et parfois on se trompe. Le film Le Retour de Batman a connu un énorme succès en salle. Le distributeur a offert la cassette à un prix réduit. Résultat, les clubs vidéo en ont acheté tellement qu'on a sursaturé le marché. Après 3 ou 4 semaines, Batman s'est effondré. Le film Jamais sans ma fille, par contre, n'a connu qu'un succès moyen en salle. Les clubs en ont donc acheté 10 ou 12 copies, rarement plus. Mais le succès foudroyant du livre a créé une nouvelle demande. Tous les clubs vidéo se sont retrouvés à court. Nous, tous nos directeurs de magasins, chaque semaine, religieusement, doivent faire une visite hebdomadaire à tous ses compétiteurs dans son territoire. Et on sait exactement combien de copies en arrière de chaque film ils achètent. S'ils en achètent plus et qu'on trouve que c'est irraisonné, on va suivre ce titre-là à chaque soir chez lui pour voir est-ce qu'il les a tous loués ou s'il en a loué seulement un petit pourcentage. À ce moment-là, on s'en fait pas. C'est lui qui s'est trompé. S'il les a tous loués, on révise très vite nos positions. Voulez-vous que je vous en jouer une scène? En salle, le cinéma québécois se tire plutôt bien d'affaires. Avec 12 ou 15 productions par année, c'est 3 % du cinéma qui nous est offert. Le cinéma québécois va chercher 5 % des recettes. Toute proportion gardée, c'est autant que le cinéma américain. Le problème, c'est que dans les clubs vidéo, la proportion des cassettes de films québécois, c'est moins de 1 %. Jésus de Montréal est un des plus grands succès du cinéma québécois, avec des recettes mondiales de 25 millions de dollars. Au Canada, les projections en salle ont rapporté 4 millions au guichet. Les 4000 cassettes distribuées ensuite dans les clubs vidéo ont ajouté 15 % aux revenus du distributeur. Pour les studios américains, le marché de la vidéo accroît leurs revenus non pas de 15 %, mais de 450 %. Pour le producteur de ce film, Roger Frappier, cet écart est menaçant. Ça rend doublement difficile pour nous, producteurs québécois, si vous voulez, de sortir nos films en salle parce qu'il va falloir se battre avec une plus grande publicité pour être capable d'attirer des gens en salle pour ensuite espérer une continuité au niveau de la vidéo. On est québécois, mais c'est juste qu'on fait carrière aux États. Même pour des comédies comme Ding et Dong ou Cruising Bar, qui sont encore très en demande dans les clubs vidéo, la vente de cassettes n'a ajouté que 20 à 25 % aux revenus des distributeurs. Et encore, est-ce bien des revenus additionnels? Combien de personnes ne sont pas allées voir ces films en salle parce qu'elles attendaient leur sortie en vidéo? C'est beaucoup plus difficile maintenant d'emmener les gens en salle. Non seulement parce que c'est un loisir qui est dispendieux, mais comme ils peuvent avoir un genre de film intimiste dans toutes sortes d'autres moyens de diffusion, que ce soit la vidéo ou la télévision, pour emmener les gens en salle, même la nature même de la fabrication du cinéma se transforme. Tant qu'à être trompé, j'aime mieux savoir avec qui. Il y a bien sûr des cas exceptionnels où les revenus tirés des cassettes ont presque égalé les recettes en salle. C'est le cas de La Postière, par exemple. C'est que le film a plutôt mal marché en salle. Le premier facteur est peut-être une certaine faiblesse du réseau de distribution grossiste du cinéma québécois vis-à-vis du cinéma américain qui, lui, est très bien organisé dans son réseau de distribution. À Toronto, il y a 3 ans, il y a une association là, de l'ensemble des propriétaires de clubs vidéo à travers le pays qui donnait un prix au compte pour tous parce que ça a quand même été une réussite assez intéressante, à une petite échelle, mais quand même assez intéressante. Et c'est d'arriver à Toronto dans cette foire annuelle pour les propriétaires de clubs vidéo et de voir que c'était à 99 % américain dans le look que ça avait, tous les stands, tous les affiches, tout le matériel publicitaire. C'est fabuleux, énorme. Les contes pour tous de Roch Demers se sont vendus mondialement.
En vidéocassette, ces films ne se démodent pas. Mais là encore, la vidéo ne représente que 15 % des revenus des productions Lafette. C'est qu'un film peut bien être loué autant de fois que l'on veut, ça ne rapporte rien de plus au producteur. Ce qui compte, c'est le nombre de copies achetées au départ. Un système que les producteurs québécois aimeraient bien pouvoir changer. Il n'y a pas de raison pourquoi il n'y a pas de retour aux producteurs sur la location des cassettes vidéo. C'est un système qui n'existe pas à l'heure actuelle, peut-être auquel il faudrait réfléchir. Alors, quand vous voyez qu'il y a un marché 5 fois plus grand en vidéo qu'en cinéma au Québec maintenant, c'est vous dire à quel point les habitudes des spectateurs et des spectatrices ont changé. On veut aller dans les salles de cinéma, on veut faire les efforts gigantesques pour que nos films aient du succès devant les salles de cinéma, mais on a comme négligé tout le marché des clubs vidéo. Il y a un producteur québécois, il y a 8-9 ans à peu près, qui m'avait dit avec un ton de dédain un petit peu, c'est rendu qu'on va être obligé de faire des films pour le petit écart. Cette domination du marché par les Américains n'est pas propre au Québec. Depuis 5 ans, tous les cinémas nationaux sont en recul face à la machine de rêve américaine. C'est que la nouvelle richesse que la vidéo a apportée aux majors a fait boule de neige. Ils ont de plus en plus d'argent, donc de plus en plus de moyens pour défendre leur emprise. Un exemple. L'an passé, un promoteur québécois a offert à Roch Demers de distribuer dans les Provigo 100 000 copies du film Le Martien de Noël. Prix de gros, 6,50 $. Le studio Walt Disney a eu vent de l'affaire. Walt Disney était arrivé avec une offre pour la même chaîne d'alimentation de cassettes de La Belle et la Bête au prix de 4 $. Alors, ils ont acheté 100 000 cassettes de La Belle et la Bête qu'ils ont distribuées et offertes aux consommateurs au lieu d'offrir 100 000 cassettes du Martien de Noël. Il se passe des choses pas légales! Donc, l'an prochain, je n'ai pas abandonné le Martien de Noël, il n'est pas sorti en vidéo et on va trouver une façon de revenir sur le marché avec ce film-là. L'industrie québécoise du cinéma a raté le virage de la vidéo. Peut-être faut-il se préparer maintenant pour ce qui vient après. Adieu. Il faut réfléchir à qu'est-ce que sera le cinéma du 21e siècle. Qu'est-ce qui fait que maintenant les gens vont toujours avoir ce désir-là d'aller voir un film dans une salle, mais non plus de le voir à la maison, si vous voulez, soit par procédé de fibre optique, soit par cassette vidéo. Il y a un véritable questionnement qui a lieu en ce moment. Le phénomène des clubs vidéo, c'est un phénomène passager. Je pense que d'ici 8 ou 9 ans, ça sera à peu près disparu et ça va être remplacé par la télévision sur demande. Si tu as tout un catalogue de films et à la maison, tu peux commander le film que tu veux à l'heure que tu veux, tu n'as plus besoin de sortir pour aller le louer et tout ça, ça va probablement faire disparaître la branche vidéo. Une industrie de 300 millions ne tombera pas comme ça. Avec tout le nombre d'emplois que la vidéo crée et avec tous les gens qu'il y a, les gens vont s'adapter entre eux autres.